كل فاكرين عليه بخير. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction à la une de l'actualité de ce vendredi 27 mars. La coalition menée par l'Arabie Saoudite lance de nouvelles frappes au Yémen contre les milices des Houthis. Une quarantaine de civils ont été tués depuis le début de l'opération Tempête décisive. Tamam Salam s'entretient avec la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban, Sigrid Kaag, assure que la coopération de l'ONU avec le gouvernement se poursuit pour l'intérêt du pays. Bachar el-Assad se dit ouvert à un dialogue avec les États-Unis. Pas de communication directe avec Washington jusqu'à présent, assure toutefois le président syrien. Et à suivre également dans ce journal, le copilote de l'Airbus A320 de Germanwings, Andreas Lubitz, était en arrêt maladie le jour de l'accident. Il l'avait caché à son employeur, selon le parquet allemand. Les raids aériens contre les rebelles chiites se sont étendus à plusieurs régions du Yémen ce vendredi, au second jour de l'opération militaire menée par l'Arabie Saoudite. Pour la deuxième nuit consécutive, des avions de combat d'une coalition de plusieurs pays arabes ont bombardé des positions militaires tenues par les rebelles Houthis liés à l'Iran et qui veulent prendre le pouvoir au Yémen. Depuis le début de l'opération Tempête décisive, 39 civils au total ont péri dans les frappes. Des frappes aériennes qui ont reçu un soutien logistique et de renseignement de la part de Washington, autorisé par Barack Obama. Les principales cibles sont certains lieux de Sanaa, la capitale, ainsi que le nord du pays. Le porte-parole de l'armée saoudienne estime qu'une intervention terrestre n'est pas prévue à ce stade. Des milliers de sympathisants houthis ont bravé les frappes pour manifester contre cette intervention. Leur chef, lui, dénonce une agression criminelle contre laquelle les combattants se battront jusqu'au bout. L'Iran, pour sa part, a exigé la cessation immédiate de ces frappes aériennes. Tamam Salam a reçu ce vendredi au Grand Sérail la coordinatrice spéciale de l'ONU pour le Liban. Le Premier ministre et Sigrid Kaag se sont penchés sur l'application de la résolution 1701 et notamment les points discutés lors de la dernière séance du Conseil de sécurité de l'ONU, ainsi que la situation générale au Liban. À l'issue de l'entretien, la diplomate a assuré que la coopération de l'ONU avec le gouvernement se poursuit pour l'intérêt du Liban. Elle a également souligné l'importance de la dynamisation des institutions et de la tenue de l'élection présidentielle dans les plus brefs délais pour la stabilité et la sécurité du Liban. Nabih Berri a de son côté reçu à Hanettiné une délégation du Sénat et de la Chambre des représentants de Belgique. Au cœur de leur discussion, le dossier des réfugiés syriens au Liban. Avant Beyrouth, la délégation belge était à Damas où elle s'est entretenue avec le président Assad. Les parlementaires estiment que les pays européens doivent entendre la vérité sur la situation dans la région, car leurs ennemis communs sont les djihadistes du Front al-Nusra, de Daesh et d'Al-Qaïda. Ils ont enfin exprimé leur solidarité avec le peuple arabe. L'armée libanaise a déployé d'importants effectifs dans la zone de l'Anti-Liban dans l'est du pays. Elle s'est également repositionnée dans la zone entre la région de Hersel et celle de Fakihé dans la Beka Nord. Des manœuvres qui témoignent de la volonté de l'armée de rester en alerte face aux éléments djihadistes qui se trouvent dans cette région. Depuis les combats d'août 2014, la zone est le foyer de tensions continues entre la troupe et les combattants du Front al-Nusra et du groupe État islamique. De nombreux affrontements ponctuels ont lieu en fonction de l'évolution de la situation sur le terrain en Syrie, où ces mêmes groupes djihadistes affrontent l'armée syrienne et les combattants du Hezbollah. Sachez par ailleurs que l'armée a arrêté 2 individus recherchés par la justice. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à l'enlèvement d'agents des forces de sécurité intérieure lors de l'attaque contre leur poste durant les combats meurtriers de Hersel en août dernier. Une enquête est en cours. Une trentaine de militaires avaient été enlevés par les djihadistes, 4 ont été assassinés et 25 sont toujours en captivité. Bachar el-Assad se dit ouvert à un dialogue avec les États-Unis. Dans une interview accordée à la chaîne de télévision américaine CBS, le président syrien a précisé qu'un tel dialogue doit être fondé sur le respect mutuel, mais que tout dialogue est une chose positive. À la question de savoir s'il existait actuellement des relations entre Damas et Washington, Assad a répondu qu'il n'y avait pas de communication directe. Des responsables du département d'État américain ont dernièrement affirmé que le président syrien n'aurait jamais de rôle dans une négociation pour mettre fin au conflit en Syrie, mais que des membres du pouvoir actuel pourraient faire partie de ce processus. L'intégralité de l'interview accordée au journaliste Charlie Rose doit être diffusée ce dimanche dans l'émission 60 minutes de CBS.
L'organisation État islamique hache menu ses recrues. Voilà la mise en garde d'une caricature larguée massivement par l'armée américaine sur Raqqa, le fief djihadiste en Syrie. Le dessin cauchemardesque présenté au Pentagone représente un bureau de recrutement du groupe. Un personnage grimaçant aux ongles longs et ensanglantés attire des jeunes hommes vers un hachoir à viande qui est en train de finir d'avaler une recrue et de la recracher en viande hachée. Selon le Pentagone, le tract a été préparé par une unité militaire d'action psychologique. Il a été largué à 60 000 exemplaires. Les stratèges militaires américains insistent beaucoup sur les retards en matière de propagande face à Daesh, passé maître dans l'utilisation des réseaux sociaux pour diffuser son message. Dans un instant, nous ferons le point sur la campagne présidentielle au Nigeria sur fond de violence de Boko Haram. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Coup sur coup sortent des révélations stupéfiantes sur la personnalité du jeune copilote allemand de l'Airbus A320 qui s'est écrasé mardi dernier dans le sud des Alpes françaises. Andreas Lubitz a caché qu'il faisait l'objet d'un arrêt maladie le jour de la catastrophe aérienne. C'est ce qu'a annoncé ce vendredi le parquet de Düsseldorf en Allemagne. Depuis hier, la police mène des perquisitions aux 2 domiciles du copilote, à Düsseldorf où il avait son propre appartement et à Montabaur, la petite ville où vivent ses parents, chez qui il séjournait souvent. Selon le parquet, les enquêteurs ont trouvé des formulaires médicaux d'arrêt maladie qui étaient détaillés et déchirés. Ils s'appliquaient notamment pour le 24 mars, le jour où Andreas Lubitz est soupçonné d'avoir volontairement précipité l'avion de la Germanwings sur une montagne, tuant les 149 autres personnes à bord. Aucune lettre d'adieu ou courrier annonçant un acte prémédité n'a été retrouvée. La presse allemande a révélé qu'Andreas Lubitz, présenté comme sportif et très compétent par ses proches, avait souffert d'une grave dépression il y a 6 ans. Il avait interrompu son entraînement de pilotage durant un certain temps. Et pendant ce temps, les recherches se poursuivent ce vendredi sur le site du crash de l'Airbus. Des secouristes et des gendarmes de la police scientifique ont été acheminés sur les pentes du massif des 3 évêchés. Depuis mardi, ils quadrillent la zone pour retrouver d'abord la deuxième boîte noire, celle qui contient les données de vol. Elle n'a toujours pas été repérée. Les débris de l'appareil sont dispersés sur près de 4 hectares. Et puis il y a le travail d'identification des corps. Il s'agit de retrouver les fragments et les faire parvenir aux médecins légistes pour les analyses ADN. Un travail qui pourrait durer plusieurs semaines. Sur place, dans les villages du Vernet et de Seine-les-Alpes, des parents et des proches des victimes sont venus essentiellement d'Allemagne et d'Espagne. D'autres continuent d'arriver ce vendredi. Ils se sont recueillis dans les chapelles ardentes ou devant le mémorial érigé à la mémoire des disparus. David Cameron a été meilleur qu'Ed Miliband lors du premier débat télévisé des élections législatives britanniques. C'est du moins ce qu'affirme un sondage réalisé après l'émission par The Guardian. 54% des personnes interrogées estiment que le Premier ministre a gagné, contre 46% qui jugent que le patron des travaillistes a été meilleur. Parmi les thèmes évoqués en vue du scrutin du 7 mai, outre l'économie, il y avait l'Union européenne. Pour le Premier ministre sortant, l'UE a quelques bons aspects, mais il estime que l'idée d'organisation a été supplantée par celle de devenir un État. Perspective dont il ne veut pas. Son rival pour Downing Street, Ed Miliband, estime pour sa part que quitter l'Union européenne serait un désastre sur le plan économique, avec un risque pour l'emploi et le commerce. C'est aussi un axe stratégique pour lutter contre le terrorisme, le changement climatique et d'autres questions. Le Royaume-Uni se doit d'être un pays tourné vers l'extérieur. À New York, 19 personnes ont été blessées hier, dont 4 grièvement, après une explosion vraisemblablement due au gaz. Elle a également provoqué l'effondrement total ou partiel de 3 immeubles. Plus de 250 pompiers ont combattu pendant plus de 5 heures le sinistre qui a touché des magasins et des habitations dans le quartier de l'East Village sur l'île de Manhattan. C'est l'un des quartiers les plus prisés par les artistes et les New-Yorkais les plus riches. Selon le maire de New York, Bill de Blasio, l'explosion initiale a été provoquée par des travaux sur des conduites d'eau et de gaz réalisés sur l'avenue devant les bâtiments touchés. La Croix-Rouge a installé un hébergement d'urgence dans une école proche pour les personnes qui habitaient dans les immeubles effondrés ou endommagés. Les juges italiens vont peut-être mettre aujourd'hui un point final à l'affaire Amanda Knox. La Cour de cassation de Rome doit en effet se prononcer sur la condamnation de l'Américaine et de son ex-petit ami italien, Raffaele Sollecito. En 2009, les deux ont été lourdement condamnés pour le meurtre d'une étudiante britannique, Meredith Kercher. Mais en 2011, rebondissement, les deux sont acquittés.
Une décision annulée en 2014, les deux sont à nouveau considérés comme coupables. Amanda Knox n'est pas au tribunal car elle est rentrée aux États-Unis après sa libération en 2011. En revanche, Raffaele Sollecito est lui présent et ce vendredi, ses avocats vont tenter une nouvelle fois de convaincre les juges de son innocence. Meredith Kercher vivait à Pérouse en colocation avec Amanda Knox. Elle a été retrouvée morte dans la nuit du 1er au 2 novembre 2007. Les enquêteurs ont découvert qu'elle avait été violée avant d'être tuée à coups de couteau. Direction le Nigeria où 14 candidats sont en lice pour la présidentielle. Mais le scrutin devrait se résumer à un duel entre le président sortant, Goodluck Jonathan, 57 ans, et l'ancien général Muhammadu Buhari, 72 ans. Une élection qu'ils veulent pacifique, c'est pourquoi les deux challengers ont signé hier un pacte dans lequel ils appellent leurs compatriotes à s'abstenir de toute violence. Lors de la dernière présidentielle en 2011, près d'1 millier de personnes avaient été tuées après l'annonce de la victoire de Jonathan contre Buhari, qui était déjà son principal adversaire. Le mandat du président sortant est terni par plusieurs scandales de corruption et par son incapacité à contenir l'expansion sanglante de Boko Haram. Muhammadu Buhari, lui, se définit comme un démocrate converti. Il a fait de la lutte contre le groupe radical l'un de ses grands thèmes de campagne. Les deux hommes sont donnés au coude à coude. Au Chili, des pluies torrentielles se sont abattues sur la région d'Atacama, provoquant d'importantes inondations. Dans la ville de Chañaral, les destructions sont considérables. Les rues sont jonchées de débris et de boue. De nombreuses habitations sont sous les eaux. Dans d'autres villes, des habitants ont dû se réfugier sur des toits ou des arbres pour éviter d'être emportés par les eaux. Des scènes surréalistes dans cette région du nord du Chili, pourtant habituée à la sécheresse. Le bilan provisoire de ces intempéries exceptionnelles est de 7 morts et d'une vingtaine de disparus. Des centaines de personnes ont dû être relogées dans des hébergements d'urgence, notamment des écoles. Mais le nombre total de sinistrés pourrait être bien plus élevé. Exhibés comme des trophées de guerre par les autorités nord-coréennes, 2 ressortissants sud-coréens ont été arrêtés jeudi. Ils sont accusés d'espionnage et de propagande religieuse. Selon Pyongyang, ils opéraient depuis la ville frontalière chinoise de Dandong, où ils collectaient des informations sur le parti communiste, l'État et des secrets militaires. Séoul réclame ce vendredi leur libération immédiate. De nouvelles tensions qui mettent à mal le rapprochement attendu entre les deux Corées. En janvier dernier, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'était dit prêt à reprendre le dialogue avec le Sud au plus haut niveau. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. La coalition menée par l'Arabie Saoudite lance de nouvelles frappes au Yémen contre les milices Houthis. Une quarantaine de civils ont été tués depuis le début de l'opération Tempête décisive. Tamam Salam s'entretient avec la coordinatrice spéciale des Nations Unies pour le Liban. Sigrid Kaag assure que la coopération de l'ONU avec le gouvernement se poursuit pour l'intérêt du pays. Bachar el-Assad se dit ouvert à un dialogue avec les États-Unis. Pas de communication directe avec Washington jusqu'à présent, assure toutefois le président syrien. Et puis le copilote de l'Airbus A320 de Germanwings, Andreas Lubitz, était en arrêt maladie le jour de l'accident. Il l'avait caché à son employeur, selon le parquet allemand. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et très bon week-end.